Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, Culture Soccer à l'érable. Comme d'habitude, Adi Raphaël, qui est joint, comme d'habitude aussi, par mon cher ami, mon cher collègue, Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien aujourd'hui? Ouais, merci, toi, Adi. Ouais, ça va, on est super content. Épisode 3, on a beaucoup de bons feedbacks, j'aime ça. Et on va continuer ça comme ça. Puis cette fois-ci, on a décidé de faire ça un peu spécial. Et on a voulu inviter Pat Sweet. Pat Sweet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui a le site web northern90.ca. Il a aussi, c'est là où il a un podcast aussi, sur la CanPL, bien évidemment. Salut Pat, ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien. Et toi? Oui, ça va. Donc, bon, pour ceux qui le savent pas, Pat est entièrement bilingue, bien évidemment, mais il m'a dit comme quoi son français il est en train de se remettre à jour avec le français. Donc, voilà, juste pour vous mettre au courant de la situation en tant que tel. Oui, c'est ça. Je suis un petit peu rouillé. Bah, c'est pas grave, t'en fais pas. On est tous rouillés. Moi, je suis rouillé en anglais, toi, t'es rouillé en français, donc c'est parfait. Excellent. Ben, écoute, c'est ça. On est très heureux de t'avoir ici. Je pense que ça fait longtemps qu'on essaye qu'on t'a parlé un peu de notre projet. Nous, ça a pris du temps avant que le projet commence avec CS à l'érable, mais on est vraiment content d'enfin te recevoir. Et je pense que c'est un grand honneur. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Ah, de rien. Puis ça vaut la peine d'essayer de faire les affaires comme ça. J'amuse très, très bien de parler du soccer avec vous et des autres podcasters. Et c'est fantastique. Exactement, il faut en parler, c'est notre pays, c'est notre soccer, il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse partie de cette ascension-là, qu'on fasse partie de cette histoire-là qui vient de commencer cette année, mais qui existe depuis la nuit des temps, et voilà, c'est ce qu'on fait, on est très fiers de le faire, en tout cas, Daniel et moi, et puis t'avoir avec nous, ça prouve encore qu'on est tous encore plus unis, puis l'union fait la force, comme on dit, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est notre soccer, comme tu as dit, et ça ne va pas arriver beaucoup quand on a l'occasion de parler d'un ligue qui est complètement nouveau. Ça n'arrive pas toujours, hein? Oui, exactement. C'est un exploit et c'est nouveau. C'est comme tu l'as dit, c'est difficile d'être au début d'une nouvelle histoire. Donc voilà, on est très très fiers. Donc on a un programme très chargé aujourd'hui, un peu comme la semaine passée où on a beaucoup de ligues desquelles on va parler parce qu'il y a eu beaucoup de choses cette semaine depuis le dernier épisode. On va commencer en premier, juste comme ça. On va commencer tout de suite par la CONCACAF League. Parce que, on l'avait dit la semaine passée, il y avait bien évidemment Forge FC, le premier participant de la première ligue canadienne, qui se déplaçait au Guatemala contre Antigua. Et Forge FC avait gagné le premier match 2-1 à domicile, puis il devait faire un bon résultat là-bas pour pouvoir se qualifier, être le premier club de la CanPL à se qualifier au second tour. Daniel, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Pour ceux qui ne le savent pas, ça a été effectivement, Forge FC s'est qualifié. Mais tu as pensé quoi de ce match-là? Eh bien, honnêtement, je pense que Forge a fait ce qu'il fallait, là. C'est-à-dire, tu vas à l'étranger, c'est sûr que tu peux pas dominer de la même manière que quand tu joues à domicile. Tu t'arranges pour pas te faire encaisser de but. Et moi, je pense que c'est mission accomplie. Après ça, c'était pas le meilleur match de l'histoire, là, mais c'est mission accomplie. Là. Je pense que l'important, c'était pas la manière, c'est la qualification. Exactement. Est-ce que tu étais surpris, toi, du fait que Forge FC passe? Parce qu'on s'entend que quand même, Guatemala, c'est le Antigua GFC, c'est pas un petit club, hein? C'est quand même un club qui est là depuis longtemps, qui a quand même une certaine expérience sur la scène continentale. Donc, est-ce que tu penses que c'était une surprise de voir Forge FC passer, même si Forge FC est quand même une très bonne équipe avec un très bon collectif? C'était une très bonne équipe. Alors, ça ne me surprit pas qu'ils ont joué leur jeu. Ils ont fait une très bonne job de jouer dans la manière qu'ils jouent. Ce qui m'a surpris, c'est difficile à comprendre les équipes de là-bas. On ne sait presque rien de leur style et leurs joueurs. Alors, c'était intéressant, je pense, que le match était très, très balancé, je pense. Et je pense que ça nous dit quelque chose à propos de notre ligue. Et ça me donne je suis très fier de notre ligue. Et moi, je viens de Halifax.
C'est mon club préféré, mais je suis quand même très fier du Forge. Oui, effectivement, il y a de quoi être fier. Juste pour revenir un peu à ce club-là guatémaltèque, il a quand même été fondé en 1958. Donc, c'est quand même un club qui a 60 ans d'histoire. C'est pas rien, hein? C'est quand même un gros exploit que Forge vient de faire pour la première année de son histoire. N'est-ce pas, Daniel? J'aimerais avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que toi, qui suis la CanPL, vraiment, qui est spécialisé dans la CanPL, est-ce que tu t'attendais à une victoire contre ce club-là? Ben, après le match aller, honnêtement, vous vous rappelez, on avait parlé juste avant le match, on espérait qu'il passe. Faut pas oublier que dans la zone CONCACAF, outre le Mexique et la MLS, c'est un peu obscur. Le reste des ligues, c'est pas toujours 100% professionnel. On entend souvent des histoires de joueurs qui sont pas payés. Je sais que le joueur québécois qui joue à Antigua disait que son club était sérieux, qu'il n'y a pas de problème de paiement. Mais dans la zone CONCACAF en général, on doit pas s'attendre à ce que ça prenne beaucoup de temps, que la CanPL peut devenir peut-être la 3e ou 4e meilleure ligue de la zone CONCACAF, là. Moi, Ouais, je pense que effectivement. c'est atteignable à court ou moyen terme. Effectivement, c'est quand même intéressant. Juste pour le dire à nos auditeurs, donc Forge FC s'est qualifié, comme on l'a dit, c'était un match 0-0 au match retour. En fait, là, ils vont jouer contre une opposition un peu plus, en fait, beaucoup plus élevée, qui est Oui. le club hondurien, qui est Club Deportivo Olimpia. C'est quand même un gros step beaucoup plus haut, hein, 35 000 personnes, leur stade. C'est un club qui a été fondé en 1912, donc 107 ans d'histoire. C'est un club, comme on le sait pour les supporters de l'Impact de Montréal, c'est un club où il y a notre ami Alejandro Silva. En tout cas, ça va être difficile, hein. Qu'est-ce Non, que tu en penses? c'est pas le même Olympia. L'Olympia d'Alejandro Silva, c'est au Paraguay. Ah oui, effectivement, tu as complètement raison. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est un club hondurien qui a déjà joué la Champions League, la CONCACAF Champions League plusieurs fois. Donc, bref, Pat, t'en penses quoi de ce club-là? Ça va être incroyablement difficile de jouer contre lui. C'est un club, comme tu as dit, c'est énorme. Et le niveau du talent au Olympia va être très, très, très élevé. Alors, si on peut jouer notre jeu chez nous, je serais très fier. Je pense que ça va être beaucoup plus difficile chez lui. En Amérique centrale, ça va être très, très, très difficile de jouer en avant comme tu as dit, 35 000 gens qui te n'aiment pas. Ouais, Ça va être très, exactement. très difficile. Ils vont huer, ils vont mettre beaucoup de pression, en tout cas, sur les Oui. joueurs de Forge FC. Ça va être quand même assez compliqué. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, Daniel? Eh bien sûr, honnêtement, ça va être une ambiance complètement différente. C'est une plus grande ville, c'est dans la capitale, Tegucigalpa. Aussi, faut pas oublier que le Olympia a gagné la CONCACAF League, la première édition en 2017. Le Honduras, c'est quand même une meilleure équipe dans la CONCACAF. Je sais que les équipes nationales, c'est pas toujours un reflet des championnats, mais l'Honduras s'est quand même qualifié à plusieurs Coupes du Monde ces dernières éditions, contrairement au Guatemala. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans le championnat local. Donc, c'est sûr que ça risque d'être avec des joueurs plus expérimentés, plus professionnels comme équipe, là. Donc, une ambiance plus hostile. Faut s'attendre à tout. D'accord, d'accord. Et est-ce que vous pensez qu'ils vont être capables de faire cet exploit-là, de déjà passer ce premier tour et pourquoi pas remporter la compétition? Je sais que c'est compliqué, mais est-ce qu'il y a cette chance-là? Pat, tu penses que cette chance-là existe pour Forge FC ou c'est encore trop tôt pour la première année? Oh non, la chance existe, mais c'est très, très difficile de savoir exactement comment les autres équipes vont jouer. Le voyage va être incroyablement difficile pour Forge. Et aussi, ils ont la Ligue ici et aussi CONCACAF League. C'est déjà très difficile au CPL de jouer le nombre de matchs qu'on a besoin de jouer. Et si tu additionnes aussi CONCACAF League, c'est beaucoup de soccer. Et les voyages aussi, c'est une autre chose qui se complique les affaires.
Oui, effectivement, tu as complètement raison. Et toi, Daniel, moi, je pense qu'effectivement, Forge FC, c'est quand même une très bonne équipe de la CanPL. Ils ont peut-être une chance, comme l'a dit Pat, sauf que, oui, ça va être compliqué. Ils doivent vraiment s'adapter, en plus d'une équipe à une autre, d'un club à un autre, d'un pays à un autre. L'ambiance est différente, le style de jeu est différent. Donc, ça va être difficile pour une équipe qui a sa première année de son histoire de se qualifier à ce moment-là et de passer et de remporter la victoire. Mais la chance existe, n'est-ce pas, Daniel? Moi, je pense que oui, tout est jouable. Je me rappelle la première fois que l'Impact de Montréal avait été en Ligue des Champions en 2009, quand l'Impact allait jouer contre des clubs de CONCACAF, de Guatemala et tout, on croyait qu'ils avaient aucune chance et que finalement l'Impact avait réussi à s'imposer et s'est fait éliminer par Santos Laguna. Pour ceux qui se rappellent de ce match crève-cœur. Mais tout ça pour dire que moi, je me dis actuellement, pourquoi pas. C'est sûr que, comme a dit Pat, Forge a un calendrier chargé, mais je pense que ça vaut la peine quand même d'investir dans cette compétition-là. Il va falloir que... moi, je pense qu'en gardant une stratégie comme dans le match aller, là, d'essayer d'avoir les points à domicile puis de garder l'avantage à l'extérieur, ça peut être une stratégie intéressante parce que je vois difficilement comment ça pourrait se faire sinon là. Exactement. En tout cas, c'est une stratégie qui est vieille comme le monde, comme on dit. Donc, c'est pas une nouvelle stratégie, mais oui, ce serait la stratégie à suivre, je pense, pour Forge FC. Si jamais ils veulent aller loin dans la compétition, je pense que ce serait la manière à suivre. J'étais en train juste de vérifier, en fait, les joueurs présents dans ce club d'Olympia. Tu as parlé du fait que le Honduras s'est qualifié en Coupe du Monde. Écoute, t'as des joueurs qui font partie de l'équipe de cette équipe d'Olympia et qui font partie de cette sélection. Donc, on a Bankton en attaque, juste pour ne nommer que lui. En tout cas, il y en a plusieurs qui sont là. Et ça veut dire qu'il faut s'attendre à vraiment une opposition assez farouche. Pour rappel, le match aller sera à Hamilton dans une semaine, le 22 août à 20h. Le match retour, le 29 août à 22h. Au Honduras. Exactement. Donc, ça vient vite. Et comme l'a dit Pat, ils ont déjà beaucoup de matchs. Puis là, ils doivent ajouter cette compétition supplémentaire. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Heureusement, en tout cas, qu'ils ne sont pas allés très loin dans le championnat canadien. Parce que sinon, ça aurait été encore pire. On va passer juste après, je pense. On va faire la transition tout de suite et on va passer juste après par rapport à ce championnat canadien-là. Je trouve que ce serait cool d'en parler parce que les matchs se sont déroulés hier. En premier, on parle en premier de la première demi-finale entre le Fury d'Ottawa et le Toronto FC. Le Toronto FC, au match aller, avait gagné 2-0 à Ottawa. Au match retour, hier, ils se sont imposés 3-0 grâce à une excellente prestation de Nick DeLeon. Est-ce que tu as eu le temps de voir ce match-là, Pat, et qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Toronto? Non, c'est dommage, mais je n'avais pas l'occasion de regarder les matchs. Mais selon moi, ce n'était pas un match ce n'était pas aussi intéressant parce que les résultats, c'est passé exactement dans la manière que j'expectais. Toronto FC est très talenté. Et même si Ottawa Fury a aussi du talent, les niveaux sont très différents. Alors, je n'étais pas terriblement surpris. C'était exactement les résultats que j'expectais. D'accord. Et toi, Daniel, on a vu on a vu le match de l'Impact déjà ensemble, mais on a vu une partie du match d'Ottawa contre Toronto. T'as pensé quoi déjà du match aller, du match retour, de la confrontation en gros, déjà, est-ce que tu t'attendais à un écart aussi important, un 5-0 sur l'ensemble des deux matchs? Non, honnêtement, je pensais que, surtout le contexte que Toronto a fait tourner quand même l'effectif, je pensais qu'Ottawa allait pouvoir rivaliser davantage. Surtout avec ce qui s'est passé, la saga Ottawa, CanPL et tout, je croyais que le Fury d'Ottawa voulait montrer de quel bois il se chauffe. Je dois avouer que je suis déçu là. Pour eux là, je veux dire moi au final, c'est sûr que je suis content d'avoir une finale Montréal-Toronto, mais mais non, je suis déçu, mais ça prouve un peu l'écart de niveau entre les deux clubs et les deux ligues même.
Oui, effectivement. Il y a encore un gros écart. En plus, Toronto n'a pas fait jouer son équipe A non plus dans aucun des deux matchs. De l'autre côté, dans la deuxième demi-finale, c'était l'Impact de Montréal contre le Cavalry FC. L'Impact s'était imposé à domicile 2-1. C'était un match où Calgary a profité de ses chances. Le Cavalry de Calgary a profité de ses chances et a marqué un but. Donc, il leur fallait une victoire d'1-0. Et finalement, ça a été chaud. L'Impact de Montréal l'a remporté 1-0 sur le terrain de Calgary. Le terrain, on ne va pas en parler parce que c'était une catastrophe. Mais n'empêche, le Cavalry de Calgary a été extraordinaire et je pense qu'ils auraient très bien pu sortir vainqueurs de ce duel. Ils ont eu plusieurs chances. Le deuxième gardien de l'Impact de Montréal qui était dans les buts a fait les arrêts clés, de très très beaux arrêts, Clément Diop. Pat, est-ce que tu t'attendais à ce que pour la première année de l'histoire d'une franchise de la CanPL, en premier, ils arrivent à éliminer une équipe de la MLS, puis arrivent à très proche à battre une autre équipe de la MLS qui est déjà en compétition pour faire les playoffs et qui n'est pas une équipe en bas de tableau comme Vancouver. Donc, est-ce que tu t'attendais à ça, toi, Pat? Oui, c'est incroyable. Je n'expectais pas ça du tout. Je pense que les gars du Cavalry, ils devraient être très, très fiers de la manière qu'ils ont joué. C'était très, très, très bon pour la Ligue, parce que c'est une manière qu'on peut communiquer au monde que la Ligue est sérieuse et les gars peuvent jouer. Et si Calgary pourrait gagner hier, pour moi, c'était déjà une victoire pour CPL, que Calgary a été capable de gagner les jeux contre Vancouver Whitecaps. Je pense que c'était formidable. Mais même s'ils ont perdu, je suis toujours très fier. Oui, effectivement, il y a de quoi être fier. Une équipe à leur première année d'existence qui va battre une équipe qui est là depuis à peu près proche de 10 ans, un peu plus que 10 ans si je ne me trompe pas, les Whitecaps. En tout cas, pas loin de ça, je n'ai pas la date exacte. Ça fait plus que ça parce que les Whitecaps existaient avant la saison MLS, ça fait quand même longtemps là. Oui, effectivement. Bon, bref, en tout cas, c'est une équipe qui est là depuis beaucoup plus longtemps, 10 fois plus longtemps que la CanPL, que la Cavalry de CanPL. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé le jeu, j'ai beaucoup aimé Cavalry, comment ils se sont comportés. Ils n'ont pas eu peur d'avancer, ils n'ont pas joué un peu la bête blessée qui joue super défensif. Non, au contraire, ils ont attaqué, ils ont montré de très belles choses. C'est quand même magnifique. Moi, je suis très, très fier de cette équipe-là. Daniel, est-ce que toi, tu t'attendais à ça? Je sais que tu t'attendais à ça, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu? Eh bien, je dois avouer, moi, honnêtement, je trouve que d'un point de vue du Cavalry, c'est sûr que dans l'ensemble de la série, c'est 3-1 contre une équipe d'MLS, une équipe bien installée. L'Impact, on s'entend que c'est pas, c'est une équipe qui est bien installée depuis très longtemps, depuis 20 ans et tout. Mais le problème, c'est de pas pouvoir marquer de but à domicile, c'est là où le bas blesse, là. Je veux dire, je trouvais que les attaquants du Cavalry ont pas été assez tranchants, là. Dans un match où ils devaient être normalement morts de faim pour pouvoir aller chercher la victoire, là. Moi, je trouve que tu es dur parce que c'est quand même un gros exploit ce qu'ils ont réussi à faire douter l'Impact de Montréal qui est là depuis 26 ans face à une équipe qui est là depuis 1 an. Je trouve que c'est déjà un exploit d'arriver à garder le score 3-1 et même que durant les conférences de presse, que ce soit Wheeldon Jr., que ce soit même Wheeldon et les autres joueurs, Zator, ainsi de suite, ils ont tous dit comme quoi ils étaient très fiers de leur exploit parce que c'est un exploit d'arriver à tenir tête à une équipe comme l'Impact de Montréal qui n'est pas dans les bas-fonds du classement en MLS, mais qui se bat pour une place en playoffs. C'est quand même intéressant. Bon, après, même chose, l'Impact de Montréal n'avait pas
ses titulaires, la plupart de ses titulaires ici. Ils avaient plusieurs blessés, mais n'empêche, c'est quand même un très, très bon exploit pour le Cavalry FC. On arrive à ce qui va donner, tu l'as déjà dit un peu plus tôt, Daniel, la finale qui se jouera, donc Montréal contre Toronto, une finale que je pense que beaucoup de monde attend. C'est quand même une grosse rivalité entre ces deux. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que je suis pour Montréal. mais bon, il y aura le premier match, le match aller qui se jouera le 18 septembre, le match retour qui va se jouer le 24 ou le 25, je pense, en tout cas, ou le 24 ou le 25. En tout cas, ça va être très, très intéressant de voir ce duel-là. Je sais que Pat, t'es un peu plus, je suppose que tu es un peu plus vers la CanPL, mais c'est sûr que tu vas regarder cette finale-là. Hein. C'est quand même le championnat canadien, c'est quand même quelque chose d'important, non? Incroyablement important. Puis, ça fait peut-être 4 ou 5 ans que je regarde MLS et Toronto FC en particulier. Et ça va être excitant. Je pense que les jeux vont être beaucoup plus proches entre TFC et l'Impact que l'année passée. Je pense que Toronto n'est pas au niveau qu'ils étaient l'année dernière ou l'année avant ça. Et je pense que l'impact est mieux qu'ils étaient l'année passée. Et si Piatti est capable de jouer, ça va être très, très proche. Oui, exactement. Ça va être une grosse finale. Il ne faut pas oublier que déjà le premier match entre les deux en MLS au Stade Saputo, donc à Montréal, on a vu la victoire de Toronto FC 2-0 à Montréal. Le match retour se jouera le 25 août, donc avant la première confrontation pour la finale. Est-ce que, Daniel, déjà, tu penses que ce match-là, le match retour qui va se jouer à Toronto le 25, est-ce qu'il pourrait jouer dans la tête des joueurs pour la finale par rapport à la finale après coup? Bien sûr, parce que là, tu auras plusieurs confrontations dans un court laps de temps. Donc, c'est sûr que c'est psychologiquement, ça va un peu, ça pourrait déstabiliser certains c'est à force de jouer contre la même équipe, tout dépendant du score qui va se faire. Moi, je pense que la course aux séries de MLS, les deux clubs sont dans la course dans l'Est, donc ça va un peu jouer sur la finale, mais malgré tout, je m'attends à ce que les équipes prennent la Voyageuse Cup au sérieux, là. Ben oui, j'espère bien. Déjà, c'est une rivalité entre les deux, donc c'est sûr que c'est ça. Je suis sûr que ça va être difficile. J'aimerais juste mentionner, par exemple, parce que ils vont se jouer. Donc le match aller, c'est le 18 septembre, le match retour le 25 septembre. Je vais juste de m'y assurer. Mais le match retour se joue à Toronto. L'Impact sera 4 jours avant, le 21, il sera à Los Angeles contre le Galaxy. Tandis que Toronto, lui, il sera bien évidemment, je pense qu'il sera à l'Est. C'est ça que je vais vérifier tout de suite pour vous. Donc oui, c'est ça. Et oui, ils seront à ce moment-là, eux. Non, eux aussi, ils seront à Los Angeles. Donc, il y aura personne qui pourra dire, ouais, mais nous, on a fait du voyage, puis on pourra pas, puis on n'est pas, c'est à cause de ça. Non, il n'y a pas d'excuse à donner. Ça va se passer comme ça. En tout cas, donc, quel est votre favori pour... je pense savoir c'est qui les favoris pour chacun d'entre vous, mais quel est votre favori pour cette finale? Commençons par Pat. Qui tu penses va l'emporter, cette Voyageurs Cup cette année? Je pense que ça va être l'Impact qui gagne cette année. Oui, je pense que oui. Que ils sont très, très, très bons cette saison. Et si Ignacio Piatti est capable de jouer, si Piet est capable de jouer, c'est très, très difficile de jouer contre lui. Alors, pour moi, ça va être l'Impact. Ah, OK, parfait. Il ne faut pas oublier aussi, il y a le nouveau venu, Boyan, qui a signé dernièrement, donc ça peut être intéressant aussi. Alors, on ne sait pas ce qu'il est capable de donner encore. On ne l'a pas vu jouer plus que 15 minutes, mais on verra si d'ici le mois de septembre, je suis sûr qu'il aura eu 2-3 matchs dans les jambes, et on verra s'il ajoute un plus ou si effectivement il fait régresser l'équipe. Je ne pense pas, mais on verra. Toi, Daniel, c'est qui ton favori? Bien, moi, c'est l'Impact aussi, que c'est surprenant. Je pense qu'avec les nouvelles recrues, il y a moyen de faire quelque chose. Hein.
OK, bah parfait. Bah écoutez, moi je crois que je vais vous surprendre. Tout le monde sait que je suis un gros supporter de l'Impact de Montréal. Par contre, j'aime beaucoup ce que Toronto fait dernièrement. Puis malheureusement, et ça me fait très très mal de dire ça, très 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 mal, beaucoup plus que ce que vous pensez. Mais je pense que ça va être Toronto qui va l'emporter. En tout cas, j'espère que j'ai tort. Juste pour vous mettre au courant, je l'ai mentionné, je l'ai tweeté dernièrement. Le 18 septembre, c'est le match aller. C'est mon anniversaire. Donc j'espère que l'Impact au moins va m'offrir comme cadeau d'anniversaire une victoire au match aller. Bref, on verra de ce point de vue-là. Donc, c'est ça pour la Voyageurs Cup. C'est quand même assez intéressant de voir ce qui s'est passé. Puis finalement, c'est une affiche qu'on attend. On l'attendait depuis le début, puis la voir là, ça va rehausser encore plus l'intérêt pour cette coupe-là. Non seulement il y a un trophée qui au bout de cet aller-retour, mais en plus, il y a une place en Ligue des Champions CONCACAF l'année suivante qui est quand même assez importante. On passe à notre troisième ligue qu'on va suivre, mais là, on va faire plusieurs sujets sur cette ligue-là, qui est la première ligue canadienne, bien évidemment, la CanPL, la Canadian Premier League pour nos amis anglophones. Donc, bref, on va parler de cette ligue-là, mais en premier, on a un invité, donc bien évidemment, on va parler de son club. Donc, parle-nous de ton club, en fait, Pat. Halifax Wanderers, bien évidemment, qui a un peu de mal pour cette première année. Donc, toi, tu penses quoi? Est-ce que tu es encouragé par les débuts de ton club? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, je suis encouragé. Et il y a quelques raisons pour ça. La première, c'est que la ville d'Halifax aime le club beaucoup. Chaque match, il y a 6000 personnes qui s'arrivent. L'atmosphère est incroyable. Même si le stade est vraiment, ou le stade, je m'excuse, c'est simple. Ce n'est pas comme j'ai dit, c'est très, très, très simple. Mais l'atmosphère, c'est facile de s'amuser. Même pour ma fille qui a 4 ans. Et c'est facile pour elle de s'amuser aussi. Et il était un article, ça fait pas longtemps, qui parlait du club comme un business. Et ils ont expliqué que c'était une bonne idée d'avoir un club et très, très simple. Le stade est simple et le fait que les Wanderers ont un groupe de support qui est si heureux de l'avoir ici en Halifax, c'est ça qui est plus important. Alors, même si on n'a pas beaucoup de succès dans les jeux à présent, je pense que les choses qui sont plus importantes sont déjà ici. Et c'est ça que je suis si excité à présent, mais aussi pour les années qui vont suivre. Oui, effectivement. Et Daniel, est-ce que toi, c'est sûr que tu as suivi aussi Halifax, est-ce que tu penses quoi de ce club-là? Eh bien, moi, je croyais que le club allait être mieux classé, honnêtement. Là, avec le classement actuel, l'équipe elle est quand même l'équipe qui a joué le plus de matchs. Elle est à la 5e place. C'est difficile de remonter. En même temps, c'est une première année. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Il y a eu les blessures de Perea. C'est sûr que je suis un peu déçu, mais en même temps, je vois que le coach a la confiance du public et de ses joueurs. Et je pense que l'année prochaine, si je veux dire, s'il y a une meilleure préparation, peut-être plus de chimie entre les joueurs, ça pourrait mieux aller là. Mais dans l'ensemble, à chaque fois que je vois des matchs, je suis très content de voir que le public est présent. Ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu de soccer à Halifax et dans les Maritimes en général. Donc, c'est sûr que je suis content. J'imagine que Pat, avec les Privateers, ils ont beaucoup de plaisir chaque match. Absolument, oui. Dans les kitchens, comme nous a expliqué André. Donc, pour de vrai, je suis vraiment heureux de ce côté-là. C'est seulement au niveau... J'espère que les résultats vont suivre parce que c'est sûr que avoir le soutien du public, qu'on aime ça, récompenser le public en offrant des bons résultats sur le terrain. Si ça viendra pas cette année, je pense que je suis pas inquiet que l'année prochaine, avec un peu plus de préparation et des recrues, ça pourrait s'améliorer.
Ben écoute, c'est la première étape d'une longue aventure. Donc, bien évidemment, on peut pas tous gagner. Le Cavalry est premier. Je pense qu'à Halifax, oui, moi aussi, je m'attendais à un peu mieux, mais je m'attendais pas non plus à ce qu'ils survolent la ligue non plus. Par contre, il y a plusieurs choses qui sont un peu dont j'aimerais parler. En premier, tu as parlé du fait, Pat, comme quoi la ville est complètement derrière le club. Je veux moi savoir l'ambiance dans le stade. Comment c'est? Est-ce que c'est tout le temps? Parce que je vois les matchs et ainsi de suite, mais j'ai jamais encore été là-bas. Est-ce que l'ambiance est vraiment en feu? Est-ce que tout le monde suit? Est-ce qu'il commence à avoir des chants spécifiques à Halifax? Raconte-nous un peu ça. Oui, oui, c'est fou, c'est complètement fou. Et ce n'est pas seulement le kitchen qui est en feu, comme tu as dit. C'est le stade est vraiment, c'est bruyant. Les gens sont très, très, très intéressés, très investis. Et c'est la même, peu importe où que tu se trouves. C'est vraiment quelque chose. Et j'ai jamais vu ça. Même quand on va pour garder les Mooseheads, c'est notre hockey team du Quebec Major Juniors, il y a plus de gars qui vont voir les Mooseheads, peut-être 10 000, mais ce n'est pas même aussi bruyant que les 6 000 qui vont pour voir les Wanderers. Alors, c'est formidable. Oui, effectivement, c'est magnifique. Tu es en train de me parler du fait les Mooseheads qui font partie de la LHJMQ, puis ils sont pas capables de faire autant de bruit que du côté d'Halifax pour une première année. C'est quand même une grosse victoire, en tout cas pour les dirigeants des Wanderers et pour l'équipe en tant que telle. Et bien évidemment pour Stephen Hart, qui est l'ancien sélectionneur national. Quelle est l'impression Daniel a un peu parlé comme quoi tout le monde est derrière le coach. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des supporters qui se plaignent de Stephen Hart parce que ils aiment pas trop ce qu'il fait, ou est-ce que d'habitude, en général, c'est une opinion positive qu'ils ont de Stephen Hart? Pat? Oh, je m'excuse. Ouais. C'est correct. Oui, non. Je pense que les gens aiment Stephen Hart et en particulier, j'ai parlé avec beaucoup de joueurs et ils aiment jouer pour Stephen Hart. Stephen croit en les joueurs. Et ça vaut la peine de communiquer avec vos joueurs que tu penses que les joueurs sont capables de jouer, sont capables d'être améliorés. Et je pense que les relations là sont très importantes. Et je pense que les gars qui s'arrivent pour voir les matchs peuvent voir ça. Les joueurs veulent jouer pour Stephen Hart. Et c'est impossible de remplacer ça. J'ai aussi, je comprends que des autres joueurs ou des autres équipes n'ont pas le même niveau d'intérêt à jouer pour leur coach. Alors, c'est très spécial. Oui, c'est ça, exactement. C'est toujours important d'être autour du coach et en fait d'être dans le projet du coach et d'être investi dans ce que le coach nous dit. Donc, c'est parfait. J'aimerais aussi te parler de quelque chose parce que dernièrement, on a vu que Oxner a pris la place de John Michael Williams, qui était considéré par plusieurs, dont moi. Je pensais que John Michael Williams allait être le meilleur gardien de la CNPL. Finalement, Oxner vient de lui chipper sa place. Christian Oxner, qui est canadien. Est-ce que tu as été surpris par ça? Est-ce que tu penses que c'est temporaire? Parle-nous un peu de ça. Est-ce que, bien évidemment, tes collègues, les personnes, les supporters autour, est-ce qu'ils ont été surpris par cette situation-là, ou est-ce qu'ils n'ont pas été surpris? C'était normal pour eux? Non, moi j'étais surpris et je pense que les supporters ont été surpris aussi. Mais Oxner a prouvé qu'il est capable. Et de temps en temps, plus capable de John Michael Williams. Je ne suis pas sûr si Williams a été invité pour d'être sur le pitch ou pour du leadership ou pour apprendre comment coacher
avec Stephen Hart. Je pense que Oxnard est la future du club. Et les supporters aiment voir les gars d'Halifax. Ils aiment voir Oxnard. Ils aiment voir un produit local. Ouais, parce que si je ne me trompe pas, oui. Est-ce que Oxnard, c'est le seul joueur des Wanderers qui vient d'Halifax? Non, il y a aussi Scott Firth, qui est... Oh oui. Oui, lui est très jeune. Il est même à l'école secondaire. Alors, quand ça arrive que Firth a l'occasion de jouer, le stade c'est complètement fou. Mais même si c'est seulement pour 5 minutes au fin du match, je suis sûr que Firth est pour nous entendre. En tout cas, Scott Firth, André Bourque nous en avait parlé dans un de nos épisodes sur Culture Soccer. Il a juste 18 ans. Hein. C'est quand même quelqu'un qui peut-être à un moment donné va faire partie de l'équipe nationale. En tout cas, il a montré de belles choses dans ces quelques matchs. Je pense qu'il a beaucoup de talent. Et puis c'est normal qu'en tant que club, on soit derrière les produits locaux de notre ville. Et je trouve ça très, très normal, bien évidemment. On le voit dans tous les clubs à travers le monde, comme quoi on a toujours un petit peu plus d'amour pour les gens de notre région que des joueurs, même aussi grands soient-ils, qui rejoignent l'équipe. Donc bref, finalement, Oxnard, c'était une surprise comme tu l'as dit. Puis il fait de très très bonnes prestations. Donc on pense que ça va être sur le long terme. Donc je pense s'il continue à persévérer comme ça, n'est-ce pas, Pat? Oui, absolument. Et pourquoi pas? S'il démontre qu'il est capable, c'est exactement la raison qu'on a la Ligue ici en Canada, pour donner des opportunités aux Canadiens de démontrer leur capacité. Et je pense que Oxnard a démontré qu'il est capable. Ouais, il ne faut pas oublier que Oxnard a été fait partie du draft U-Sport. Donc, initialement, c'était un joueur universitaire. C'est quand même incroyable qu'il ait pu se faire. Je trouve que c'est bien de voir que les Wanderers ont bien utilisé leur draft universitaire. Là. Il y a eu Peter Charlie qui a été là, il est reparti, comme on a parlé la semaine dernière. Oui, c'est très, très, très triste. Très triste. Vous l'avez remplacé d'ailleurs. Oui. Donc, honnêtement, je trouve ça bien que... Puis surtout, Stephen Hart a entraîné au niveau universitaire, il a entraîné l'équipe nationale canadienne. Il a quand même un background et il est bien implanté dans la région. La CanPL aussi, c'est pour avoir des produits locaux. Là. Donc, je pense que... Je me rappelle que Stephen Hart avait dit que c'est probablement une des équipes... Si je me trompe pas, il avait dit avant la saison que c'est dur d'avoir des joueurs locaux et que... ou plutôt qu'il aille chercher à l'étranger ou dans d'autres provinces. Mais je pense que petit à petit, il va y avoir d'autres Oxnard, d'autres Firth qui vont garnir les rangs des Wanderers. J'espère bien pour vous. Là. Oui, je pense que oui. Et je sais qu'il y a une association avec Soccer Nova Scotia. Alors, je pense que oui, au futur, on va voir de plus en plus des joueurs de Nouvelle-Écosse. Oui, on l'espère. En tout cas, c'est ça le but, comme tu l'as dit, de la Première Ligue canadienne, c'est d'encourager et de donner une chance à ces joueurs-là de jouer au niveau professionnel, des joueurs de chez nous, du Canada. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est la raison de la CanPL et il faut continuer à le faire. J'aimerais parler un peu aussi, comme on le sait, au sein des Wanderers de Halifax, on a beaucoup de joueurs francophones qui sont originaires de Montréal, donc bien évidemment. Et j'aimerais parler de ces joueurs-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Pat, des joueurs de Montréalais qui font partie de l'effectif? Déjà, parle-nous de chacun d'entre eux. Comment toi, tu les vois? Est-ce que tu trouves qu'ils ont du potentiel? Est-ce que finalement, s'il y en a qui sont pas bons, n'hésite pas à le dire. Mais en tout cas, on aimerait avoir des informations sur ces joueurs montréalais qui sont partis à Halifax jouer pour les Wanderers. Oui, je pense que Vincent Lammy a beaucoup de potentiel. Il est très vite. J'aime beaucoup la manière qu'il bouge. Je pense qu'à présent, Shakib Hossein est probablement le joueur avec le plus de talent, mais il
est blessé. Alors, nous n'avons pas vu beaucoup de lui, mais je pense que s'il était en bonne santé, ça se peut que lui est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Mais à présent, celui qui m'excite le plus, c'est Chris Novik-Nassar. Il est incroyablement vite. C'est difficile à comprendre que lui et Vincent Lammy ont été des amis à Montréal. Ils sont au même niveau, même âge, parce que Chris Novik est très avancé, selon moi. Il n'a pas joué beaucoup, mais spécialement les dernières quelques semaines, nous avons l'occasion de le voir et il est très, très talenté. Alors, plusieurs des équipes aux ligues, on avait des autres équipes où leurs joueurs, on a joué entre nous. Je ne peux pas penser du mot, mais... c'est bon, dis-le en anglais, on va le traduire. Oh, okay. I was going to say is other teams have been able to draw from other clubs and draw from teams where players are familiar with one another, and Halifax hasn't really had that. Oui, donc c'est ça, en fait. Donc, ce que j'essaie de dire, que beaucoup d'équipes dans la CanPL ont réussi à vraiment avoir une certaine entente avec des clubs, à pouvoir ramener des joueurs de ces clubs-là. Halifax n'a pas ce genre d'entente et d'affiliation avec un club spécifique. Oui, par exemple, le meilleur exemple pour ça, c'est Cavalry avec Calgary Foothills. Ils ont même pris l'entraîneur et beaucoup de joueurs. Oui, Forge et Sigma FC. Exactement. FC Edmonton, c'était toujours un club. Oui, exactement. Mais est-ce que par rapport aux autres Montréalais, il y a aussi, j'aimerais savoir pour Vincent Lamy, est-ce que tu sais pour quelle raison il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu? Parce que beaucoup de gens me demandent sur Twitter pourquoi Vincent Lamy ne joue pas, est-ce qu'il est blessé? Donc, est-ce que tu as des informations par rapport à ça ou c'est juste à cause de la concurrence? Non, j'ai aucune information, je suis dommage. Je ne sais pas pourquoi Vincent ne joue pas plus, parce que quand il a joué, il a fait un très, très bon job. Alors, c'est difficile à comprendre exactement c'est quoi la raison. Oui, exactement. Moi, j'aimerais te poser une autre question aussi sur André Bonin, parce que tu n'as pas parlé d'André Bonin, parce que c'est quand même intéressant. André Bonin a joué à Longueuil dans la PLSQ. Et puis, c'est ça, j'aimerais avoir ton avis par rapport à André Bonin. Oui, on sait qu'il est canado-français, mais ça reste quand même quelqu'un qui était dans la région de Montréal. Oui, j'aime Bonin beaucoup. Et j'avais une discussion avec Kurt Larson quelques semaines passées et il m'a dit qu'il était très triste que Bonin a 28 ans parce qu'il pensait que Bonin était beaucoup plus jeune et qu'il avait peut-être une opportunité qu'il devient canadien, seulement canadien, parce que à cette position, en arrière ou droite, l'équipe nationale n'a pas beaucoup de talent à présent. Et Bonin pourrait être, selon Kurt, un joueur national pour Canada. Il est très vite et il est bon en attaque et en défense. Oui, il est très, très, très bon pour Halifax. Parfait. Oui, et par rapport aux joueurs canadiens, québécois, il y a aussi Kourouma qui lui vient de Montréal aussi. Il a joué avec, je crois, l'équipe de l'Université Concordia avant de faire le tour du monde et de revenir en Amérique du Nord. Qu'est-ce que tu penses de lui, Pat? Kourouma, j'aime Kourouma. Il tire de presque n'importe quelle place. Ça peut être une bonne chose, mais une mauvaise chose aussi. Hein? Oui, exactement. J'aime qu'il essaie. Tu n'as pas besoin d'être toujours si proche du but avant que tu lances quelque chose. Alors, oui, il est très intéressant. Et si Stephen Hart peut lui
diriger un petit peu, je pense qu'il pourrait être beaucoup, beaucoup meilleur, même s'il est très bon à présent. Parfait, parfait. Et c'est bien parce que tu as parlé un peu de l'équipe nationale et je trouvais ça quand même très intéressant. Tu as parlé comme quoi André Bonas aurait pu, si jamais il n'était pas aussi, il a 29 ans maintenant. Si Et jamais s'il était il était plus Canadien, jeune. et je crois qu'il n'est pas Canadien, Bonas. Il est venu parce qu'il a été repêché par le Draft Q Sport. Si je me trompe pas, il est venu comme étudiant étranger. Oui, je pense que tu es correct, oui. Oui, c'est ça. Donc, parce que j'ai eu la chance de lui faire une entrevue il y a plusieurs mois. Et si je me trompe pas, il est venu comme étudiant au Canada. Donc, il ne pourra pas appliquer pour la citoyenneté avant de finir ses études, si c'est le cas. En tout cas, moi, ça m'ouvre à une autre question, en fait, parce que je voulais la poser. J'ai du mal à dire son prénom, mais son nom de famille, Langlois, pour moi, c'est un des meilleurs latéraux gauche de la CanPL. Il est très, très bon. Je ne le connaissais pas. Il a juste 21 ans. Je vais essayer de prononcer son nom. C'est Nzenzela Langlois. Oh, Zenzela. Oui, Ouais, oui. Zenzela Langlois, que j'ai vraiment envie. J'ai adoré ce joueur-là. Pour moi, je trouve qu'il est excellent. Puis, vu qu'on a un gros manque en équipe nationale au poste de latéral gauche, bien évidemment avec Marcel De Jong qui est blessé, est-ce que tu penses que Langlois peut avoir ce niveau-là? Parce qu'effectivement, il a juste 21 ans, il est capable de progresser et il a Stephen Hart au-dessus de lui pour bien le diriger. Oh oui, je pense que c'est presque sûr. On dit chez nous pas Zenzela, on dit juste Zoom. Zoom. OK, Zoom. Oui. Beaucoup plus simple. Oui. Exactement. Puis il est très vite aussi, alors ça fait du bon sens. Je pense que le problème, c'est probablement que John Herdman n'est pas... c'est probablement que lui, il a déjà une équipe qu'il comprend, les gars qu'il comprend, qu'il aime fonctionner avec. Alors, je ne suis pas trop sûr ce qu'il a besoin d'avoir de confiance au CPL et le joueur du CPL, mais si c'est capable de lui convaincre, je pense que Zoom Langlois pourrait être le premier gars de ligue qui s'avance à l'équipe nationale. Ben écoute, moi je vais te dire quelque chose, Pat. Moi je te dis, le prochain rassemblement de l'équipe nationale canadienne, moi je suis sûr qu'il va y avoir 1 ou 2 joueurs de la CanPL. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, et on l'a vu lors de la Gold Cup, il nous manque des latéraux droit et gauche. Droit, oui. On a la chance d'avoir Zachary Brault-Guillard qui est très très bon, mais à gauche on n'a personne. On faisait jouer Marc-Anthony Kaye et je pense que John Herdman, ce serait stupide de sa part de ne pas avoir jeté un coup d'œil sur la CanPL. À sa décharge, avant la Gold Cup, il y avait très peu de vécu. La CanPL n'avait pas fait beaucoup de bruit encore. Il y avait très peu de matchs de jouer, donc il n'a pas pu voir assez de matchs sur une longue période. Lors du prochain rassemblement, il aurait eu un gros échantillon pour pouvoir choisir quelqu'un de la CanPL. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait des joueurs comme Langlois, ou bien moi, je parle souvent de Luca Gasparotto de York 9 en tant que 4e défenseur central, qui peut être quand même assez intéressant. En tout cas, donc ça va me faire une transition pour notre prochaine question. York 9 vient juste de perdre un gros match à domicile contre Valor. Est-ce que tu penses que, parce qu'on sait que York 9 était en train de s'approcher de Cavalry et était en train de s'approcher de Forge FC, et cette défaite-là à domicile contre Valor, une des pires équipes, si ce n'est la pire équipe de la CanPL en termes de résultats, bien évidemment. Est-ce que tu penses, on va commencer par Daniel cette fois-ci, est-ce que tu penses que ça veut dire que cette défaite-là a mis une croix sur les chances de York 9 de remporter le titre de champion d'automne? Ce n'est pas... je m'excuse. Vas-y, Pat. Vas-y, continue, t'es bien lancé. OK, merci. Je ne pense pas que c'est un fait accompli, mais ça va être très, très difficile. Chaque match, ça va être plus en plus difficile de s'avancer. C'est pour York 9, même la saison passée, la saison du printemps, si tu gardes les numéros, les stats, York 9 a fait beaucoup correctement. Beaucoup. Mais pour une raison ou d'une autre, ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs, n'ont pas fait beaucoup de buts, mais ils ont fait beaucoup qui étaient complètement corrects. Alors, je ne suis pas si sûr pourquoi c'est difficile pour ils
à s'avancer et gagner les matchs qu'il faut gagner. C'est étrange pour moi. Oui, c'est vrai, c'est assez surprenant. Toi, Daniel, est-ce que tu penses que York Nine, bon, après, il y a encore beaucoup de matchs, mais n'empêche, je pense que c'est une défaite quand même qui fait mal, non seulement au classement, mais au moral surtout. Ben oui, c'est sûr que quand tu perds 2-0 à domicile contre les derniers au classement, qui ne sont plus les derniers grâce à ce match-là, c'est sûr que ça ne peut que faire mal au moral. Là, ça va dépendre de leur capacité à rebondir, de profiter de ça, de la motivation qu'ils vont aller chercher. Parce que moi, honnêtement, actuellement, je vois une lutte à 4 qui est quand même qui risque d'être serrée. Donc, c'est à eux de montrer qu'ils sont dans les 4 et que ce sera pas une lutte à 3. Donc, Ouais. c'est important de gagner contre des concurrents. Mais parce qu'il faut pas faire des calculs en pensant qu'en gagnant juste contre les concurrents directs, parce que là, on a vu que une défaite contre Valor les a pas mal handicapés. Parfait. Ben écoute, je pense que c'est tout par rapport aux résultats actuels de la Première Ligue canadienne. Par contre, on aimerait te poser une question un peu plus personnelle, Pat. Tu l'as dit au début du podcast, comme quoi tu es originaire du Nouveau-Brunswick. Est-ce que tu penses qu'il y aura un club d'expansion au Nouveau-Brunswick très bientôt, si ce n'est pas en 2020, que ce soit en 2021? Est-ce que tu peux nous donner des petites informations? Est-ce que tu t'attends à une équipe au Nouveau-Brunswick? Oh, ça pourrait être incroyable d'avoir une équipe au Nouveau-Brunswick. Je pense que c'est possible, bien sûr, spécialement au Moncton. Et je dis ça parce que quelques années passées, nous avons le Coupe mondiale pour les femmes et il y en avait des jeux à Moncton qui ont été très bien entendus. Ça pourrait être très facile de conduire entre Moncton et Halifax. Alors une rivalry, c'est possible. Mais je ne pense pas que ça va arriver l'année prochaine ou même après ça. Je pense qu'à présent, il y a beaucoup de villes qui ont beaucoup de support pour les prochaines quelques clubs. Et spécialement Laval, Saskatoon, Mississauga. Nous avons déjà des supporters group qui sont très vocaux. Mais si le but du Ligue, c'est de doubler le numéro de clubs, le nombre d'équipes, ouais. Des équipes en 10 ou 15 ans, je pense qu'un club à Nouveau-Brunswick, c'est possible, absolument. Mais Pat, faut pas oublier aussi que la Ligue vise éventuellement une deuxième division. Donc, je pense que peut-être même qu'un jour, on aura une division maritime pour comme un peu l'équivalent de la PLSQ. Est-ce que tu penses qu'il y a un potentiel d'avoir des clubs, même plusieurs clubs au Nouveau-Brunswick, que ce soit pro ou semi-pro? Ah, oui. Et je pense qu'un système qui est similaire au hockey, au hockey peut fonctionner. Ça va être très important de réduire le montant de voyage que les équipes font, et spécialement au deuxième et troisième niveau. Et si on peut créer un ligue comme ça, on pourrait voir des clubs en Nouveau-Brunswick et même à l'île du Prince-Édouard. C'est complètement possible. Et je pense que si on a de plus en plus des clubs professionnels ou semi-professionnels, ça va être parfait pour soccer ici. Donc, toi, tu vois pas Parce que moi, j'avais suivi un peu le dossier de Moncton. Et je me rappelle que Soccer New Brunswick était très intéressé au début de s'impliquer dans le projet. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de support corporatif dans le projet. Et depuis, je sais qu'il y avait un supporter group, mais il ne semble pas vraiment avoir d'actualité. Toi, de ton côté, tu n'as pas entendu parler de quoi que ce soit dans les maritimes par rapport à ça? Non, j'ai entendu rien, mais au sujet du support du corporate. Corporate, oui.
ça va être très intéressant, je pense, pour voir le succès à Halifax, même si c'est un club qui ne gagne pas toujours, même si c'est un club qui n'a pas un état énorme et permanent. Je pense que la communauté en Nouveau-Brunswick, ça va être facile de voir le succès à Halifax. Et on a besoin de demander est-ce que c'est possible ici, à Moncton ou à Saint-Jean. Et je crois que ça pourrait être oui. On espère bien, parce que moi, c'est mon rêve qu'il y ait une équipe dans chaque province, là. Donc, c'est sûr qu'on aimerait bien que le Nouveau-Brunswick soit représenté pour avoir le derby des Maritimes avec Halifax. Oui. Exactement. En fait, ce serait très intéressant. Il ne faut pas oublier qu'un des slogans de la CanPL, c'est de from coast to coast, donc de la côte est à la côte ouest, et bien évidemment d'être présent partout au Canada. Et maintenant, il y a de gros manques avec le Nouveau-Brunswick, avec le Québec où il n'y a pas d'équipe. Puis il va falloir qu'ils se développent pour pouvoir avoir des équipes dans ces provinces-là, faire connaître le soccer canadien partout et donner la chance partout à des joueurs de se développer, de s'améliorer et d'atteindre le niveau professionnel, en gagner leur vie en jouant ce pourquoi ils sont faits. Parce que moi, je pense qu'il y a des joueurs qui sont très bons en foot, puis c'est leur vocation d'être joueurs professionnels. Puis le fait qu'ils n'aient pas de choix maintenant au Canada, dans certaines provinces, c'est quand même dommage pour les ambitions de ces joueurs-là. Donc, on espère que ça va arriver. J'ai une question un peu plus piquante pour toi, Pat. Si jamais il y a un club au Nouveau-Brunswick, tu fais quoi avec Halifax? Tu choisis? C'est difficile. À présent, Halifax, c'est chez nous. Mais ma femme et sa famille, ma famille sont toujours à Halifax à présent. Alors, c'est ici que j'appelle chez nous. OK, c'est bon, je te comprends. Tu as répondu à la question. C'est parfait. Écoute, Pat, on a été très, très, très heureux de te recevoir ici pour cet épisode-là. J'aimerais que tu nous parles un peu plus et que tu fasses un peu la promotion de ce que tu fais de Northern 90, de ton podcast et ainsi de suite. J'aimerais beaucoup que tu en parles. Mais avant ça, j'avais oublié un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'aimerais parler un peu de ce qui s'est passé dernièrement. Le journaliste et celui qui a le podcast qui s'appelle Valor Peg Podcast, le journaliste qui s'appelle Mahit Gamage a été parce qu'il avait critiqué la fameuse histoire dont on parlait la semaine passée. On parlait du fait que Jordan Morel de Valor avait vraiment pété sa coche, comme on dit en bon québécois, et il avait vraiment tapé la table des arbitres. Puis lui, le journaliste, avait dit comme quoi c'était inacceptable, il devrait être suspendu et on devrait lui enlever le capitanat. Le pire de tout ça, c'est que oui, la suspension a été faite. Oui, le capitanat, il n'est plus capitaine. Par contre, Mahit Gamage, ils lui ont enlevé sa carte de presse. Il n'est plus capable d'être un journaliste et de faire son travail juste pour avoir exprimé son opinion. Pour moi, ça porte atteinte à la liberté d'expression à travers le monde occidental. Est-ce que pour toi, est-ce que tu es aussi dérangé que moi, Pat, étant toi aussi quelqu'un qui a ton podcast, toi aussi quelqu'un qui peut-être à un moment, je ne sais pas si maintenant tu as accès aux salles de presse, mais si jamais tu n'as pas accès, tu vas sûrement bien à un moment donné peut-être avoir accès. Est-ce que tu trouves que c'est normal, quelqu'un qui parle comme ça et qui donne son opinion soit traité de la façon, on se croirait encore dans les années 1800? Non, ce n'est pas normal. Et c'est très, très, très dommage que l'équipe a lui traité en cette façon. Je pense que, et spécialement à présent, il y a deux faits qu'on a besoin de penser. Un, c'est que la Ligue est toujours très nouveau, très, très, très nouveau, et c'est incroyablement important que la Ligue et les clubs interactent avec les gens comme nous autres qui nous volontaires notre temps et partagent la Ligue avec du monde. Et pour la club de lui avoir excludé, c'est étrange. C'est étrange. Je ne comprends
pas pourquoi. Qu'est-ce que l'équipe a je ne comprends pas pourquoi l'équipe a fait ça. Tu l'as dit que ça te dérange et moi aussi. Pour moi, c'est une atteinte à la liberté d'expression et pour moi, c'est une atteinte à tout journaliste qui fait son travail, n'est-ce pas, Daniel? Moi, honnêtement, je suis de la mentalité parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Comme il l'a dit aujourd'hui quand il l'a annoncé, si le Valor va agir de la sorte avec chaque journaliste qui va exposer des faits, parce que finalement, lui, il a présenté quelque chose. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils l'ont accusé d'avoir suggéré qu'il faut enlever le capitana, mais lui, finalement, ça a été fait de toute façon. Je veux dire, je suis d'avis que, honnêtement, c'est inacceptable ce qui lui est arrivé et je suis solidaire avec lui pour qu'il soit réintégré parce que sinon, déjà, tu sais, le Valor a un grand stade, pas des bons résultats. Il devrait déjà être content que des gens prennent le temps pour faire connaître l'équipe dans la ville, là. Oui, exactement. En tout cas, on salue Maïs Gamage, vraiment, s'il nous écoute. Je ne sais pas s'il nous écoute ou pas. On s'arrangera pour écouter. On va sûrement le taguer, mais c'est pas vraiment une raison c'est pas pour le taguer ou pour se faire de la pub. Pour moi, je trouve que finalement, on travaille tous pour un certain rayonnement de la Ligue, comme tu l'as dit, Daniel, et ce n'est pas normal qu'il soit traité de cette façon-là. En tout cas, je trouve ça inacceptable. Bref, passons enfin à Pat. Parle-nous un peu de ton projet Northern 90, de ton podcast. Parle-nous un peu. Qu'est-ce que tu vois? Je sais aussi que tu as fait un supporters group sur ton site web que j'ai trouvé quand même très intéressant, où tu as des discussions avec des supporters. Parle-nous un peu de tout ça et de ton projet. Oui. Alors, Northern 90, c'est un podcast à propos de CPL et la mission, c'est j'adore le soccer. Alors, quand c'était annoncé qu'on va recevoir une ligue pour nous autres, pour Canada, j'aimerais faire ce que je peux faire pour aider le soccer ici au Canada. Alors j'ai fait le podcast pour expliquer soccer aux gens qui peut-être ne connaissent pas soccer à présent, mais ils sont intéressés et pour le rendre plus facile aux supporters d'interacter avec la Ligue. Alors, c'est ça le but du podcast. Et le Northern 90 Supporters Group, c'est un petit club que j'envoie des courriels, nous avons des contests, beaucoup on s'amuse bien. Puis c'est gratuit. Alors, c'est juste une autre façon d'interacter et de parler, d'en prendre beaucoup plus à propos de la Ligue. Oui, effectivement, c'est ça. Il faut que tu le fais très bien. En tout cas, c'est magnifique ce que tu fais. Il faut continuer. On est tous en train de participer à l'éveil de cette ligue-là et l'encourager, la progression de cette ligue-là. Écoute, Pat, on va vraiment te remercier. Merci beaucoup d'être venu chez nous. C'est sûr que tu es le bienvenu quand tu veux. Quand tu as envie de parler de quelque chose, tu as envie de te pratiquer en français, hésite pas à nous parler. C'est ça. Comment on peut te rejoindre sur mes médias sociaux, comment on peut interagir avec toi ou quand quelqu'un veut parler des Wanderers avec quelqu'un, est-ce qu'on peut interagir avec toi sur quelle plateforme en fait? Oui, bien sûr, le site web c'est northern90.ca et 90 c'est 90 et sur Twitter, Facebook et Instagram c'est Northern90 mais 90 est appelé 90. Yeah. D'accord. Il est éplé, ok, ouais, il n'est pas en chiffre, ok, ouais. Exactement. Parfait, excellent. Écoute, merci encore. Daniel, merci beaucoup encore une fois d'être là avec moi semaine après semaine. La route vient juste de commencer, c'est l'épisode 3, sauf qu'on espère arriver à un moment donné à l'épisode 1500, hein? Bien sûr, tant que la Ligue continue, j'espère qu'on va continuer le travail, là. Que ce soit c'est une bonne manière de faire connaître la Ligue. J'espère que nos auditeurs apprécient, s'intéressent davantage parce que nous, c'est
c'est un début, là. J'espère que ça vous donne le goût d'aller voir des matchs, de regarder, de connaître un peu plus sur les joueurs, d'en savoir un peu plus sur les joueurs. J'espère vraiment que ça pourra être l'étincelle qui vous donnera le goût d'en savoir davantage. Parfait, parfait. Ben, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci encore une fois à Pat pour la dernière fois. Et voilà, ben, j'espère que n'hésitez pas à partager, à parler de ça, à donner votre avis. Vous aimez pas. On est toujours prêt à recevoir les critiques comme les bravos. Merci encore d'être fidèles à nous. De plus en plus, à chaque semaine, je vois que les écoutes augmentent. J'espère que ça va continuer comme ça dans le futur. Ben voilà, ce sera tout pour cette semaine. Et à la semaine prochaine, nos chers éditeurs.